Vous êtes sur El Maralebia, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. L'actualité continue notamment en Algérie avec ces chaleurs tout d'abord caniculaires. Nous évoquions cette semaine encore ces drames notamment cette jeunesse, cette famille algérienne. Ce sont ces parents, ces familles, des bébés de 6 mois, des étudiants, des personnes parfois aisées, riches, d'autres de classe moyenne, pauvres, qui coûte que coûte ont envie de partir, prennent le large dans des embarcations de fortune, risquent leur vie, dépensent énormément d'argent. Certains malheureusement périssent en mer, d'autres s'aventurent à l'aventure dans un autre pays en Europe comme l'Espagne et puis après, par exemple, la France dans des conditions très difficiles. Ces sorties-là, bien évidemment, sont signes de désespoir, d'un manque d'avenir en Algérie, d'où l'échec d'un système, des responsables politiques qui sont censés apporter la sécurité au peuple à tous les niveaux, les premiers besoins, notamment en termes de droits, de liberté, bien se loger, se nourrir, travailler ou encore aller à l'école, étudier, tout simplement vivre librement et dignement dans un pays. Lorsqu'on voit effectivement que la semaine dernière, ils sont pas loin de 1000 Algériens et Algériennes, et encore une fois, on le rappelle, de tous âges. Hein. Ce ne sont plus ces jeunes, comme on peut les appeler, vraiment, qui errent un peu dans les rues de la capitale. Loin de là, ce sont des familles entières qui prennent la direction de la Méditerranée, qui prennent des risques pour eux, mais aussi pour leur famille. Donc ça, c'est vraiment signe d'échec. C'est un système qui ne veut pas bouger, un système qui ne veut pas changer, malgré que le peuple est sorti dans la rue en février 2019, mais pas que. En 88, notamment, les décennies sont passées. Mais rien ne bouge en Algérie puisque c'est toujours le même pouvoir qui continue sa politique, certes, mais qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas ouvrir le champ au débat, le champ politique, le champ médiatique. Et pour cause, on écoutera tout à l'heure notre confrère journaliste Karim Kebir. Au sein des médias algériens, il n'y a aucun débat aujourd'hui à la veille de cette date du 7 septembre. Personne ne dit rien, personne ne revient sur le mandat d'Abdelmajid Tebboune qui se termine. Peut-être que des choses ont été faites, qui ont été bonnes, mais d'autres, en tout cas, sont loin d'être au rendez-vous. Je vous parlais notamment des haragas il y a quelques instants, mais on peut parler en termes d'économie, d'autosuffisance, cette fête de l'Aïd el-Kébir qui reste encore aujourd'hui gravée dans les mémoires avec des chocs psychologiques, puisque les Algériens et les Algériennes, pour une grande partie, n'ont pas pu sacrifier le mouton, un rite important au sein de l'islam. Donc on peut en parler, ces feux, cette Covid, beaucoup de choses n'ont pas été mises en place et réalisées par le président algérien qui, bien évidemment, a officialisé donc sa candidature pour un deuxième mandat le 7 septembre prochain. Donc sur El Maralebia, bien évidemment, on pose les questions que vous vous posez. Hein, où en est le peuple? Pourquoi ce désintérêt? Et qui peut faire de la politique aujourd'hui et sous quelles conditions en Algérie? C'est le débat, c'est l'actualité ce soir en lien avec cette date du 7 septembre, hein, qui en dit long aussi, hein, rentrée sociale, rentrée scolaire, fin aussi des vacances, continuité des congés, la diaspora qui elle aussi sera en pleine effervescence à la rentrée scolaire, à inscrire aussi pour les activités de leurs proches. Est-ce que au sein des diasporas un peu partout dans le monde, la tête sera au vote, en tout cas un peuple qui évoque pas du tout ces élections. L'actualité est dominée notamment par cette déclaration ouverte sortie hier soir par un certain nombre d'opposants politiques, hein, qui sont quand même plus ou moins connus. Ali Laskri, Mohamed Hannad, Maître Feta Sadat, Abdallah Hebou, Karim Tabou, Saïd Boudour, Wassila Ben Natresh, Mohsin Belabbas, Toufiq Belala, Saïd Zahi, Fodil Boumala, donc qui ont signé cette lettre, cette déclaration ouverte, où ils revendiquent, ils font un constat, ils revendiquent un certain nombre de choses. Pendant 1h20, on va en parler avec nos invités. Je vous en lis juste un petit extrait très rapidement. L'Algérie d'aujourd'hui traverse une situation plus critique qu'avant, avec des perspectives à court et à moyen terme encore plus complexes et plus périlleuses. Le régime a fait rater au pays l'opportunité historique, notamment d'un changement démocratique pacifique. On parle bien évidemment ici du Hirak. La politique du tout sécuritaire continue de fouler au pied de la volonté du peuple en imposant par la répression et l'autoritarisme une nouvelle situation de statu quo
et d'impasse. On en parlait il y a quelques instants. Un autre fiasco, ici dans cette lettre ouverte, donc celle du 7 septembre, sans aucun doute plus désastreuse que les précédentes. Donc une date importante qui s'annonce plus désastreuse selon cette déclaration. Non, parce que ce scrutin ne sera qu'une simple auto-validation du pouvoir. On va essayer de comprendre un peu ce que veut dire tous ces mots. En outre, en parlant du pouvoir, il a détruit tous les canaux de dialogue, de médiation, de négociation et de résolution des conflits en fabriquant à chaque fois donc des ennemis intérieurs, imaginaires ou extérieurs pour raison d'opinions divergentes. Donc près de 5 ans plus tard, le haut commandement des forces armées, pouvoir réel et sa façade civile en situation de survie se met en quête de son salut au détriment de toute la nation. Il est donc clair que notre responsabilité historique ne se limite pas à un rejet absolu de cette énième mascarade électorale, mais exige impérativement de nous la construction, c'est le titre de l'émission, on a extrait cette partie, la construction d'un rapport de force populaire, le Hirak derrière certainement ces mots évidemment, comme l'est le peuple algérien, et alternative pour sauvegarder notre entité collective. Voilà, nous, signataires de cette déclaration politique ouverte, animée par nos convictions et nos luttes, nous nous mettons au service de la volonté du peuple et des objectifs de sa révolution pacifique. Avec nous pour en parler, il est 19 heures passées de 38 minutes en Algérie. Brahim Younsi, cadre du MDA, bonsoir, 82 à 88, analyste politique. Je rappelle que vous avez été longtemps journaliste, homme de médias en Algérie. Bonsoir Brahim Younsi. Brahim Younsi qui va venir nous rejoindre dans un instant est avec. Nous avons, merci l'équipe en régie, on ne travaille pas seul. Lias Djebali est avec nous, ingénieur économiste, analyste, membre aussi du PADA. Lias Djebali, bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci et je salue l'équipe El Magharibi et aussi nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci infiniment et d'ici une demi-heure viendra nous rejoindre Karim Kebir, journaliste, qui nous donnera aussi en tant qu'homme de médias donc son aperçu. Voilà, on va essayer de tenter de joindre Brahim Younsi tout de même. D'abord peut-être une réaction, on a un peu le temps ce soir. Lias Djebali, quel constat vous faites de cet environnement, de ce qui est tout de même de cette période qui reste tout de même importante pour une nation, pour tout un pays, toute une jeunesse. Effectivement, je faisais écho en parallèle à ce nouveau drame la semaine dernière de ces centaines d'Algériens et Algériennes qui sont partis malheureusement, qui doivent quitter le pays. Pour vous, dans quel climat aujourd'hui vit le peuple algérien en lien avec cette élection tout de même Oui, absolument. Donc, tout d'abord, le climat, c'est un climat délétère. Il faut le dire les choses. C'est un climat délétère. La situation économique est catastrophique. Il y a plus de liberté dans ce pays. On a un pouvoir qui reste muet aux revendications du peuple, de la société civile, qui ne demande que le changement de façon pacifique. Le Hirak symbolise ce combat pacifique pour changer les choses en Algérie depuis 1962. Malheureusement, ce pays il reste toujours muet, inaudible. Je ne sais pas que se passe-t-il dans ce pays. Il passe quasiment aux élections présidentielles. C'est comme s'il va organiser l'élection présidentielle au détriment d'un peuple. C'est comme si on est dans une république sans public, on est dans une république sans citoyens. Et c'est ça ce qui est grave. Quant au bilan du président Tebboune, c'est un bilan vierge, il n'y a pas de réalisation du tout, aucune amélioration au quotidien, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan diplomatique. Donc la situation, je ne sais pas comment ça va se dénouer, cette situation. La vérité, c'est que nous traversons l'une des périodes les plus noires, les plus sombres de notre existence depuis 1962. Il faut dire les choses.
On est dans une continuité, le pouvoir va rester, il gouverne. Le candidat, il a été déjà déclaré, il va briguer un deuxième mandat. C'est un président sortant qui brigue un deuxième mandat avec le soutien, des militaires. Et c'est ça la réalité du pays. Le pays qui navigue aveugle, aucune vision sur tous les plans, aucun investissement. Est-ce que vous avez entendu parler d'un investisseur étranger qui souhaite investir en Algérie? Hormis ceux qui veulent investir, ils viennent directement dans le sud, pomper, prendre ce pétrole, imposer leur technologie, rapatrier et transférer de devises et partir. Le peuple, il n'y a rien. La seule chose qu'on offre au peuple, c'est l'allocation chômage pour calmer, pour acheter la paix sociale, tout simplement. On est en train de promettre à des jeunes monts et vermeils pour qu'ils puissent jouir dans leur propre pays, mais la réalité est tout autre. Nous voyons bien les embarcations de fortune. Il n'y a même pas 3-4 jours, nous avons enregistré 1000 haragas en 24 heures. Hommes, femmes, diplômés, des familles en bas âge, des femmes avec enfants, des jeunes, des diplômés, des personnes âgées. La fuite vers l'étranger, la fuite vers l'Europe, la fuite vers un autre avenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne partent pas de bon cœur, parce qu'ils remarquent, comme vous et moi, le dysfonctionnement de leur propre pays, aussi bien du point de vue des institutions, du point de vue de leur vie de tous les jours. Il n'y a pas d'espoir dans ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas des propos populistes, c'est la réalité. Nous avons les informations remontant du terrain dans notre propre pays, malgré qu'on vit à l'étranger, mais nous sommes connectés à notre pays par rapport à la réalité, par rapport à nos familles, par rapport à nos concitoyens qui traversent une période très, très, très difficile. Et M. Tebboune ne pense qu'à briguer un deuxième mandat, et ceux qui le soutiennent, moi je leur mets devant leur responsabilité historique. C'est pas moi qui vais les juger, parce que je suis qu'un simple citoyen, mais c'est l'histoire qui va les juger, parce que c'est une décision qui peut être très forte de conséquences sur le long terme pour ce pays. Nous engageons l'avenir du pays. Quand vous engagez l'avenir de votre pays, vous engagez tout un peuple pour un mandat de 5 ans. S'il n'a pas réussi au premier mandat, vous croyez qu'il va réussir au deuxième mandat? C'est la continuité. C'est que le régime refuse toute alternative. Aucune alternative. Ils veulent par tous les moyens de ne pas faire repartir le Hirak, mais le Hirak repartira de plus belle. Le Hirak, c'est une réussite. C'est une réussite inédite depuis 1962. Il repartira parce que le Hirak, il est du côté du droit. Et le droit ne laissera jamais ses citoyens à côté, je veux dire, il va les soutenir, ce Hirak, qu'on le veuille ou pas. Le Hirak, il dit, le Hirak, il n'y a plus de Hirak, on est dans une autre ère. Non, le Hirak, il est là, il est dans la conscience du peuple, il est mature, il a compris la gravité de la situation. Et qui dit gravité de la situation exceptionnelle, des réponses exceptionnelles. Et moi, j'appelle l'opposition surtout, l'opposition de se ressaisir de cette occasion de s'organiser pour vraiment constituer un bloc d'opposition fort et de rejeter formellement ces élections présidentielles. Moi, j'ai dit le rejet massif de ces élections, parce que ces élections ne vont pas résoudre l'équation multicomplexe et multidimensionnelle de l'Algérie depuis 1962. On a besoin d'une cascade de transition, la transition politique, l'ouverture des champs médiatiques, des champs de liberté, les libertés, toutes les formes de liberté fondamentales, les libertés identitaires, toutes les libertés, il faut les mettre à table. C'est ça pour faire décoller cette société. On a besoin d'une société apaisée pour aller. Ce régime ne travaille pas pour l'apaisement de cette société. Il est en train de la diviser. Est-ce qu'il le fait volontairement ou pas? En tout cas, il est aveuglé par la jouissance du pouvoir. Et le pouvoir, tôt ou tard, quand on le tient par la force, à l'insu de son propre peuple, on ne peut pas le garder. La preuve remonte en histoire. Où est l'Empire romain? Où est l'Empire romain? Où sont les pharaons? Tôt ou tard, où est l'Allemagne nazie? Je veux dire, il y a tant et tant de sociétés, de régimes dans le monde qui n'ont pas prôné la seule idéologie, c'est la démocratie.
Et c'est que ce régime la refuse formellement, le peuple algérien. Pourquoi nous avons eu notre indépendance? Nous avons eu notre indépendance, c'est pour... Liad Djebali, vous m'entendez? Je ne pense que vous ne m'entendez pas. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Voilà, vous allez avoir le temps. Merci pour ces quelques éléments pour ouvrir cette émission ce soir. Vous allez avoir le temps d'y revenir, bien évidemment. Brahim Younsi est avec nous, cadre du MDA 82-88, analyste politique et longtemps journaliste, homme de médias. Bonsoir Brahim Younsi, plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir Shaban, merci pour l'invitation et je salue mon ami Lias Djebali que j'ai suivi très peu de temps. Je n'ai pas entendu tout ce qu'il disait, malheureusement. Il est dommage, je le dis tout de suite, peut-être y a-t-il parmi nous un signataire du texte que vous m'avez remis, que vous m'avez gentiment envoyé, que j'ai lu et que j'ai apprécié. J'attends votre question. Oui, je vais y venir. On va saluer Karim Kebir qui est avec nous. Karim Kebir, bonsoir, journaliste. Vous avez longtemps dirigé la rédaction de Liberté. Bonsoir, Karim Kebir. Ok, donc Karim Kebir qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Brahim Younsi, avant d'évoquer, parce qu'on a un peu le temps ce soir, avant d'évoquer ce communiqué, d'abord en 3 minutes, peut-être 2-3 minutes. Bon, vous êtes aujourd'hui à l'étranger, vous êtes à Paris, c'est pas un scoop, mais vous qui connaissez quand même le pays, qu'il avait parcouru, vous avez lu, vous avez écrit. On est en 2024, l'ère de l'expression, de la liberté, des débats, des échanges, parfois à outrance, parfois en polémique, parfois dans certains pays, ça exagère même un peu trop, on n'y comprend plus rien. Mais quelle perception, quelle analyse vous faites de ce climat aujourd'hui que le peuple algérien est en train de vivre, en train de subir peut-être, notamment au niveau de cette échéance électorale qui est le 7 septembre prochain. On a l'impression tout de même que tout est fait pour que le président Tebboune soit réélu aujourd'hui. Un mot pour ouvrir avec vous. Je ne parlerai pas, quant à moi, de réélection. Il n'y a pas eu d'élection pour y avoir une réélection. Ni Abdelmadjid Tebboune, ni ses prédécesseurs n'ont été élus. Ils ont été imposés, même au temps où le parti du FLN, le parti unique, était relativement puissant. Le dernier mot revenait toujours à une coterie militaire. Cette coterie, bien entendu, se renouvelle du fait de l'âge, tout simplement, parce que beaucoup ont disparu, d'autres les ont remplacés, et nous retrouvons avec une coterie militaire qui impose son dictat. Voilà la réalité, et la réalité pesante, une réalité qui, hélas, dure de notre pays. Il semble que le système ou le régime algérien, ou le système algérien, le système politique algérien, ou le régime militaire algérien, nous le connaissons, nous le connaissons sous toutes les coutures. Et cela fait longtemps que nous subissons sa répression, nous subissons son autoritarisme, nous subissons tous ces échecs. Et ces échecs, pas seulement politiques ou diplomatiques, ces échecs aussi économiques et sociaux. C'est dire que nous connaissons le régime, nous en avons fait un grand tour aujourd'hui. Et permettez-moi de revenir à ce texte parce que je le juge assez important dans sa projection. Pas dans ce qu'il dit simplement, mais dans sa projection, je le juge important parce qu'il sort des sentiers battus et il ne revient pas vers un passé, il faut le dire, révolu, parce qu'il faut construire l'avenir. Et c'est en cela que
Personnellement, ce texte me paraît suffisamment important pour... il y a des choses à dire, évidemment, et c'est sur ce texte-là que je voudrais dire quelque chose. Très bien, merci pour ces quelques mots, Brahim Younsi. Ilyes Djebali est avec nous. Se communiquer cette déclaration, hein, et donc sorti avec un appel à la construction, un groupe qui est ouvert aussi. C'est tout de même, avant d'essayer de comprendre, il y a des questions qui se posent bien évidemment. Certains se posent la question aussi du moment, est-ce que c'est le bon moment? Certains disent, on l'a encore entendu tout à l'heure aux côtés de mon ami confrère Nassar Djoudi, certains parlent aussi peut-être de quelque chose pour l'instant d'un peu creux, un manque de fond ou un manque de mécanisme. Mais d'abord, question, c'est plutôt positif, c'est un brin d'espoir, car aujourd'hui, Ilyes Djebali, on est plutôt, malheureusement, le peuple algérien est dans le statu quo, soit je m'implique et je peux me retrouver aussi un peu derrière les barreaux, parfois dans les dossiers de la justice, ou par crainte, voilà, je ne fais pas de politique, ou je me préoccupe de trouver de l'eau et du lait, mais c'est plutôt un brin d'espoir que ça arrive, émanant aussi d'un groupe avec des personnalités importantes, on ne va pas se le cacher, hein. Absolument. Tout d'abord, au fait, je salue cette initiative. Toute initiative est censée être encouragée et être portée avec force et conviction, avec fermeté, à partir du moment, elle va, dans l'intérêt de la nation et du peuple algérien. Cette déclaration, je lis, et tu es présent, Chahban. À chaque fois où j'interviens sur la chaîne Maralibia, j'aborde un petit peu le côté économique, le côté politique, le côté géostratégique et l'isolement de l'Algérie. Et j'ai toujours dit que le régime a fait en sorte de mettre fin au Hirak. Parce que le Hirak, pour lui, est une menace pour sa survie, pour garder le pouvoir. Donc, revenons à cette déclaration. Il faut la saluer. Est-ce qu'elle est dans le timing ou pas? Est-ce qu'elle répond à une certaine temporalité? On n'est pas maître des heures ni du temps. Elle répond au temps. Elle est dans le bon timing. Parce que les élections auront lieu le 7 septembre. Je veux dire que l'élection, quasiment en quoi, on n'est même pas 2 mois des élections présidentielles. Donc, cette déclaration, elle est dans son timing. 2. Derrière, les initiateurs, ceux qui l'ont rédigé, ceux qui sont à l'origine de cette initiative, ce sont des personnalités militantes, visibles, connues du peuple algérien, à la fois militants sur le terrain et qui ont fait preuve de courage pour mettre en avant, pour pousser les revendications du peuple algérien à un vrai changement. Quand je dis un vrai changement, il n'y a pas d'autre changement. Le seul changement, c'est le changement démocratique. J'attire aussi ton attention que nous, le PADA, j'appartiens à un collectif qui s'appelle le PADA, une organisation de la diaspora. Aussi, nous avons fait une déclaration, la déclaration du PADA, un collectif démocratique qui a rédigé une déclaration et qu'elle est sur la chaîne alternative. Elle va dans le même sens, c'est-à-dire le rejet, je dis bien le rejet des élections présidentielles. Nous rejetons, le PADA rejette ces élections présidentielles. Si M. Ilyes Djebali, en tant que citoyen, donne son avis, je rejette ces élections présidentielles. Je le redis, les élections présidentielles ne vont pas résoudre l'équation complexe de l'Algérie. Ça ne va pas résoudre. Ça va creuser plus le déficit au niveau du trésor public, sachant que le candidat déclaré est déjà gagnant, est déjà choisi et gagnant. C'est M. Tebboune. Donc les carottes sont cuites, les jeux sont pliés, le peuple rien à voir, circulaire rien à voir. Sauf
rebond peut-être du peuple. Restez avec nous, Lies Djebali. Brahim Younsi, on rappelle rapidement, effectivement, il y a pas mal de personnalités qui d'ailleurs sont actuellement sous contrôle judiciaire, attendent leur procès. Donc je vais les rappeler rapidement. Ali Laskri, Mohamed Hannad, Fetta Sadat, Abdullah Habou, Karim Tabou, Saïd Boudour, Wassila Ben Latresh, Mohsin Belabez, Toufir Blala, Saïd Zahi, Foudil Boumala. Voilà les signataires. Brahim Younsi, avant d'entrer dans le fond, et puis que vous nous puissiez aussi vous nous apporter un peu les éventuelles perspectives, quelle suite on donne à ça, parce que c'est important. Mais tout de même, vous saluez l'initiative, Brahim Younsi, vous saluez le travail en commun. C'est important ce mot aujourd'hui, le travail commun, qu'un groupe comme ça puisse vraiment se réunir, on imagine peut-être hier soir, autour d'un thé, vraiment à travailler et à signer ce communiqué. D'ailleurs, ça doit vous rappeler aussi peut-être des souvenirs, parce que on sait qu'aujourd'hui en Algérie, c'est difficile tout de même de se réunir et de se dire on y va ensemble. Évidemment, je l'ai dit en préambule, que j'ai dit que c'était un texte dans la conjoncture actuelle est important. J'eusse aimé qu'il y ait eu beaucoup plus de la diversité, pour ne pas dire beaucoup plus de diversité, qu'il y a de la diversité. Mais ce n'est pas les signataires, qu'ils me pardonnent, qui sont importants. Les signataires ne sont jamais importants par eux-mêmes. Le texte est dans une bonne partie concentrée, qui est importante. C'est une partie du texte qui est importante, parce que ce texte constitue une rupture, il faut le dire, une rupture que je salue, une rupture salutaire. Et puis, c'est un texte ou un des rares textes qui ont existé depuis un certain nombre d'années, qui ne regarde pas le rétroviseur, qui regarde vers l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important. Vous le savez, 72,4% des Algériens ont moins de 50 ans. C'est-à-dire que notre regard doit impérativement se tourner vers l'avenir, sans trop regarder le passé qui a stérilisé. Le passé a toujours stérilisé toutes les bonnes initiatives, comme celle qui vient de surgir. Toutes les luttes, et la dernière en date, une révolution n'y a malheureusement pas échappé à cause des divisions et des divisions sur les questions idéologiques, sur les questions de courant, sur les questions de l'histoire, etc., etc. Et j'espère que au-delà des personnalités qui ont signé ce texte, j'espère que cette initiative coagulera toutes les forces d'opposition et sortir de la politique seulement du constat. Et ce texte sort, et c'est une chose importante que je soutiens et que je salue, sort du constat. Il sort du constat pour précisément élaborer un projet de changement et un projet de transformation sociale. Et c'est en cela que ce texte, il y en a d'autres par le passé, mais malheureusement qui n'ont pas été pris en considération et qui ont échoué. Les équipes qui avaient signé ces textes, qui avaient travaillé ces textes, malheureusement, n'ont pas réussi à coaguler toute l'opposition pour les raisons que je viens d'indiquer, pour des questions stupidement, je dis, idéologiques. Ce qu'il faut relever dans ce texte, si je dois aller dans le fond du texte et de sa substance, c'est que c'est, bien entendu, cette proposition qu'il fait, c'est parler de construction d'un rapport de force. Et cela est extrêmement important, et cela est vital pour l'opposition, de créer, de former ou de construire un rapport de force. C'est très bien, mais comment le réaliser? Il faut dire comment
nous devons le réaliser. Cela me semble aussi urgent et primordial. Il faut dire comment on réalise ce rassemblement, cette coagulation, ce rapport de force. Parce qu'il y a eu des textes, j'ai écouté Céliès qui parlait de son mouvement, de son parti, en tout cas de la position du PADA. Le PADA n'a pas coagulé ou essayé de rassembler les oppositions, même s'il a fait la tentative, mais malheureusement, cela n'a pas réussi. C'est dire que ce texte, il faut absolument l'analyser. Et puis ce texte insiste, il faut, et nous-mêmes, nous devons insister, comme le font les signataires de ce texte, sur l'essence plurielle dont on parle. Il utilise ce mot, et cela me semble-t-il est juste et important, c'est l'essence plurielle du mouvement de l'opposition et bien entendu de l'Algérie, par conséquent de l'Algérie et toute l'Algérie et de la révolution. Et il emploie le mot que beaucoup d'entre nous emploient, d'autres pas, mais il emploie le mot révolution. La révolution, dit-il, toujours prégnante. Et cette révolution toujours prégnante, sans inclusivité, sans inclusivité, elle est toujours prégnante, elle est inclusive, c'est extrêmement important, elle est transidéologisée, elle est transidéologique. Cela est extrêmement, c'est des mots de ce texte. Cela est extrêmement étroit. Et aussi, cela est important et qui peut nouer les liens, coaguler les oppositions, c'est son imperméabilité, le mot est fort, et je le soutiens, l'imperméabilité au sectarisme. Et il faut dire, aujourd'hui, nous avons vécu des positions sectaires, les uns à l'égard des autres, je ne désigne personne, mais les uns et les autres, nous avons été, à un moment ou à un autre, de notre vie politique, de nos luttes communes, sectaires, les uns à l'égard des autres. Je dis, comme on dit au rugby, c'est un essai, voilà. Brahim... mais cet essai doit être transformé. Je reviens à vous, Brahim, même si on a pas mal de temps ensemble. Je pense que les téléspectateurs vous entendent bien, c'est le principal. Va venir nous rejoindre Karim Kébir dans un instant. Yes Djebali, je voudrais tout de même juste peut-être rappeler un extrait qui peut-être parle de cri commun, un cri qui puise son esprit et ses références dans la révolution populaire pacifique qui parle donc certainement du Hirak et reste totalement fidèle à ses objectifs légitimes. Notre résistance démocratique, quant à elle, est par essence plurielle, inclusive, transidéologique et imperméable au sectarisme et esprit partisan étroit. Lies Djebaili, on sait que certainement l'une des perspectives positives, l'une des solutions qui pourrait faire qui ferait changer déplacer ce pouvoir, ce système, c'est le peuple dans la rue. Pour vous, directement ici, il y a un appel de ces signataires à se retrouver dans la rue dans les prochaines semaines, à se soulever et à retrouver les rues du pays et aux quatre coins du monde. Oui, absolument. Tout d'abord, je suis d'accord avec Sibrahim quand il évoque, c'est un texte, pour moi, je ne sais pas si ça se dit ou pas, avant-gardiste, qui parle de perspectives d'avenir, en fait. Donc, on n'est plus dans une phase de revendication, il faut qu'on se place dans une phase d'exigence. On exige le changement, on revendique. On a assez revendiqué. Depuis 4 ans, 5 ans, nous revendiquons. Il faut contrer cette incertitude et l'inconnu qui nous menace finalement. Qu'est-ce qui nous menace, Chahabel ? C'est l'incertitude et l'inconnu de l'avenir. Donc il faut encourager le peuple à se mobiliser massivement
pour la restitution de leur souveraineté afin de bâtir et de construire un État de droit. Ce ne sont pas des propos populistes, ce ne sont pas nullement. C'est des choses simples et claires, limpides comme une équation de maths. Vous savez, les maths, c'est quelque chose de simple. C'est avoir un esprit cartésien. A plus B, il faut qu'on trouve C. On ne peut pas dire A plus B, il faut qu'on trouve C plus N delta. Il faut qu'on trouve C. C'est la même chose. Le C, c'est ce hirak du peuple qui n'exclut personne. La démocratie n'exclut personne. Je veux dire, il faut transcender un peu nos différences. Je veux dire, on est un seul peuple avec nos différences, avec nos diversités, avec notre façon de voir je veux dire, la vie et l'avenir de notre pays. Donc, il faut mobiliser toutes les composantes du peuple. Donc, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une sensibilité qui doit laisser de côté. Moi, je n'ai jamais été exclusif, Dieu merci. Moi, j'étais toujours inclusif parce que nous sommes dans la même barque. Nous naviguons ensemble et ce bateau, c'est l'Algérie. Si il est touché par un iceberg, tout le monde va couler. Donc, à partir du moment où vous voulez sauver le pays, il faut sauver le pays. Oui, we must save our country, comme disent les Américains ou les Anglais. Quand il faut prendre ces revendications, il faut aller de l'avant. Le pays a besoin de changement. Le pays ne peut pas échapper. Il ne faut pas qu'on reste otage du passé, la révolution de 62, 54. Nous sommes redevables à ceux qui sont sacrifiés pour que ce pays soit libre. Malheureusement, ce pays, il est confisqué d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut que le peuple revendique sa souveraineté, restitue sa souveraineté, retrouve le recouvrement dans sa souveraineté dans le pacifisme. Parce que le pacifisme, ce n'est pas une faiblesse, c'est une épreuve de force morale. Ça, c'est très important. Donc, je salue encore le texte parce qu'il va dans le sens, parce que c'est un texte à la fois d'adhésion. Ça peut être aussi servir de projet de base sur le long terme, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Alors, avant de retrouver Brahim Younsi, c'est vrai que sur le contenu, effectivement, on est clair, on se rejoint. Le peuple souhaite un changement et ce n'est pas nouveau. On peut citer plein d'exemples en termes de diplomatie, des problèmes d'eau, malheureusement encore aujourd'hui en Algérie. Les Algériens sont confrontés à des difficultés de basiques qui auraient pu être réglées depuis maintenant plusieurs décennies. Les transports, par exemple, on connaît la situation. Donc le texte, j'ai envie de dire, ok, mais quelle est la step, Lias Djebali, selon vous? Quelle serait la prochaine step, le prochain pas qui ferait que ça bouge encore plus dès demain après ce communiqué? Parce que, et d'ailleurs, c'est certainement important qu'il y ait aussi des personnes qui fédèrent un peu. C'est ce qui a peut-être manqué aussi au Hirak à un moment donné. Oui, absolument. En fait, la sémantique, elle est jolie, la step. Au fait, tout d'abord, c'est un texte qui est fédérateur. C'est un texte très équilibré, fédérateur, et quand même très optimiste, très, très positif. Maintenant, le but, c'est quoi? Est-ce que le texte, à lui seul, suffit pour un changement? Il faut être honnête, non. Maintenant, qui peut être derrière le changement? C'est le peuple. À partir du moment où nous parlons du peuple, nous parlons de la révolution du peuple. Nous disons que la parole revient au peuple. C'est le peuple qui est maître de son destin pour son propre pays. Je pense qu'il faut fédérer maintenant, il faut mobiliser. Pour mobiliser, qui mobilise? C'est l'opposition. Que fait cette opposition? Cette opposition doit apprendre à travailler ensemble et mettre de côté, si j'ose dire, les divergences. Parce qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et à s'écouter ensemble. C'est beau de faire un texte. Maintenant, quand on rentre dans le vif du sujet, si j'ose dire, comment nous allons travailler, construire cette opposition, cette force d'opposition pour s'opposer déjà, pour qu'elle rejette ces élections. 1. Et 2, pour récupérer le rapport de force. Pour récupérer le rapport de force, c'est l'opposition. L'opposition, c'est l'élite qui doit travailler, qui doit mobiliser, parce que le peuple est en position d'attente finalement, parce que le peuple n'a que des yeux que pour l'opposition. Or, cette opposition, il faut qu'on soit honnête, je ne dis pas qu'elle est inexistante, parce qu'il y a toujours une opposition dans le pays, il y a toujours une opposition, mais une opposition qui est très faible, qui a du mal. Et je comprends
je veux parce que moi je suis de l'étranger, je veux dire que c'est une opposition qui ne fait rien. Mais il faut que cette opposition fasse rejaillir l'intelligence collective. L'intelligence collective travaille ensemble pour aller dans le bon sens, tout simplement. Mais maintenant, mobiliser l'assise, la base, le peuple, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait basculer le Hirak le 22 février 2019? C'est le peuple. Voilà. Allô? Oui, oui, je vous entends, Ilyas Djebali, merci. Voilà, je croyais. Voilà. On vous entend. Non, mais on va être dans la continuité. On est dans la continuité, justement, de ce que vous êtes en train de dire. Je vais faire réagir Brahim Younsi. Brahim Younsi, la prochaine step, comparé à 2019 tout de même, c'est que 2019, il y a un ras-le-bol. Le cadre d'Abdelaziz Bouteflika est présenté. On l'entend, le dernier discours, c'est mai 2012. Je crois que c'est Batna, si je ne me trompe pas, vous me reprenez. 2012-2019, les Algériens n'ont pas entendu un mot de leur chef de l'État. Donc, le ras-le-bol, il y a ce cadre qui est présenté à la coupole d'Alger. Et là, spontanément, les Algériens, par millions, je dis bien par dizaines de millions, envahissent le pays et aux quatre coins du monde. Sauf que les choses ont changé tout de même. Pour vous, comment vous voyez un peu la suite? Il y a des mots forts. À mon sens, il y a un appel vraiment à ce que le peuple aussi prenne ses responsabilités. Comment vous analysez cette façon de voir les prochaines étapes? Pour ceux, en tout cas, ils sont nombreux à mon avis, souhaitent boycotter et rejeter ce scrutin. C'est un pas. C'est un pas. Ça n'a pas été le premier, mais c'est un pas parmi tous ceux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Mais c'est un pas qualitatif. C'est à partir de ce pas, il faut, comme diraient les inspecteurs des finances, il faut élargir l'assiette pour formuler un projet. Ce que la nation attend des politiques, et à l'évidence, les signataires se présentent comme des politiques qui font une proposition à la nation, au peuple, et il faut qu'ils reviennent avec d'autres, qu'ils élargissent l'assiette pour revenir avec un véritable projet et avec un projet de transformation sociale. Et c'est là où le peuple attend ces élites, j'y mets des guillemets, attend ces élites, en tout cas ces élites politiques, pour tenter de réaliser ce rapport de force dont parle le texte. Il faut absolument qu'un rapport de force intervienne pour que le régime, le pouvoir cède. Ce rapport de force, Brahim Younsi, c'est important ce que vous dites, ce rapport de force. On lit beaucoup de choses. C'est un pas, c'est quelque chose d'important qu'il faut encore souligner, on le souligne, mais il y en a eu aussi des écrits, des sorties, des moments maintenant depuis 5 ans. Est-ce que quelque part, malgré encore une fois que tout ça c'est positif, est-ce qu'il n'y a pas dans ce genre de sortie, dans ce genre de prononciation et d'engagement politique, en l'occurrence là par écrit, ou alors même oralement, parce que ce sont des personnalités que nous recevons notamment beaucoup sur nos plateaux, comme Mohsen Bella Abbas ou Karim Tabou par exemple. Est-ce que le peuple attend pour créer ce rapport de force? Donc ma question, Brahim Younsi, qu'est-ce qu'il attend le peuple aujourd'hui? C'est un projet politique? C'est vraiment un candidat? Est-ce qu'il n'attend pas autre chose qu'une proposition d'aller justement dans la rue, même si c'est important? Ce texte est un coup de klaxon. C'est un coup de klaxon. Il est en train de réveiller tout le monde. C'est en cela qu'il est important, parce que la population, nous-mêmes, nous avions pris un somnifère. La société est tombée dans une espèce de coma artificiel. J'espère que ce texte va réveiller en tout cas tous les acteurs de premier plan pour élaborer ensemble, tous en commun, un projet. Il faut qu'il y ait un projet pour sortir de la crise et éviter le contournement que veut faire le pouvoir à travers
une fausse élection présidentielle comme les précédentes. Il faut absolument un texte pour éviter le contournement. Parce que le pouvoir a réussi un contournement qui devient fâcheux, risque fâcheux, qui peut produire le désastre dans le pays, sans parler de la situation géopolitique qui est la nôtre. Mais il y a une situation politique interne qui peut aller trop loin, pas trop loin, qui peut aller loin. On ne va jamais trop loin quand il s'agit de renverser un régime dictatorial. Mais il faut absolument que les signataires déjà réfléchissent à ce qu'est la société algérienne, ils la connaissent, ils parlent de pluralité, de coalition, de transidéologie, etc. etc. Ce que l'on appelle le Hirak a commencé à réaliser cette coagulation transpartisane. Cela s'est fait et il y a eu des ratages quelque part que nous n'avons pas analysés, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Et ce texte, même s'il n'analyse pas, disons, le retard de la production révolutionnaire, mais il est à même de donner une photo, si j'ose dire, sur la société qui est la nôtre aujourd'hui. Il y a là une photo de la société, il faut absolument la rendre évidente, la rendre visible. Et c'est le travail que doivent faire, je ne sais pas, ils sont 7 ou 8, qui doivent faire, ou qu'ils ont déjà fait, ou ils ont commencé à faire, les signataires, pour aller plus loin et nous faire un projet sur lequel chacun d'entre nous doit donner un avis et l'adopter ou pas l'adopter. C'est ça la démocratie. Mais je crois que une large majorité de la population, en tout cas des acteurs politiques, l'adopteront à coup sûr, à la condition de rester fidèles au texte premier, à l'initiative qui vient d'être rendue publique. Brahim Younsi, restez avec nous, il est 20h20 en Algérie, si vous venez de rejoindre. Donc, nous continuons à débattre sur nos plateaux de cette date du 7 septembre prochain, donc élection présidentielle avec un candidat en lice, le président actuel. Tout lui sourit, on va saluer Karim Kébir, en tout cas tout lui sourit, tout va dans son sens en parlant des institutions, de certains partis politiques et des médias. On va essayer aussi d'en parler. Karim Kébir est avec nous, journaliste. Bonsoir Karim Kébir. Bonsoir à téléspectateurs et à vos invités. Merci d'être avec nous. Alors je disais à l'instant, on en parlait, il y a une certaine suprématie autour du chef de l'État actuel. D'ailleurs, dans ce communiqué, des mots sont employés, tout de même autoritaire, dictature. Je voudrais juste qu'on regarde cette image. Je vais inviter mes collègues en régie à nous diffuser cette image. Voilà, la presse en Algérie, plusieurs internautes donc ont récupéré un certain nombre de médias, notamment presse écrite, et puis derrière, on a pu lire des commentaires comme No Comment par exemple, ou alors Vive la liberté de la presse, entre autres. Ça en dit long. Karim Kébir est avec nous. D'abord, peut-être Karim Kébir, 2 minutes, c'est ce que je demandais à nos invités en début d'émission, et puis c'est important que vous nous relatiez ce qui se passe actuellement, le climat, vu de l'étranger. On est conscient aujourd'hui, on le voit, absence totale de débat, de réaction, une assemblée qui s'exprime pas du tout. Aujourd'hui, rien n'est rejeté sur les 5 ans bientôt du mandat du président algérien, en croire les institutions, les médias, plusieurs partis politiques. Tout est bien, tout est bon, tout est beau pour le président Tebboune. Oui, vous savez, de toutes les façons, ce n'est pas la première fois, c'est dans les traditions de toutes les élections qui ont eu lieu depuis
je ne sais pas, depuis Boumedienne. C'est-à-dire, je pense que nous sommes le seul pays où tout le monde sait les résultats d'avant. Tout le reste, ce n'est que des artifices et du décor, sans plus. C'est pour faire dans le semblant. Comme quoi, il y a une vie démocratique, une vie politique, sans plus. Mais les enjeux sont ailleurs. Donc, je pense que tout est ficelé. On peut pas s'attendre à un résultat autre que la réélection de Tebboune. Parce que tout simplement, depuis le Hirak, tout a été fait pour reconduire ou renforcer le système, que ce soit que la manière comment le mouvement populaire a été c'est-à-dire contenu, aidé en cela par bien sûr l'épidémie du Covid, et puis l'arsenal juridique qu'ils ont mis en place, qui préfigure, en tout cas de mon point de vue, qui préfigure de la durée, c'est-à-dire que le système s'inscrit dans une longue durée pour ne pas avoir à vivre un mouvement populaire tel que celui de 2019. Et il y a un verrouillage politique et médiatique, comme vous le constatez chaque jour. Pratiquement, il y a une extinction de la vie politique en Algérie. Donc, il n'y a rien. De l'autre côté, vous avez une population qui est résignée, qui est par certains égards un peu défaitiste. Donc, il y a un seul acteur sur le terrain, c'est le pouvoir et ses relais qui essayent de vendre l'idée que le pays est en bonne santé économique, que tout se passe bien, qu'il y a la stabilité, qu'il y a la sécurité, que c'est un pays qui est écouté à travers le monde et tout ça. Et comme vous le savez, faute de débat, faute de absence d'espace pour s'exprimer, pour donner son point de vue, donc tous les avis contraires sont redoutés, même par les acteurs, c'est-à-dire qui peuvent émettre des avis contraires. Donc il y a pratiquement une extinction de la vie politique. Donc le système, en fait, il joue seul sur le terrain. Il joue seul avec ses relais. Du côté du peuple, vous êtes en Algérie, Karim Kébir. On a vu tout de même, alors on l'a compris en l'analysant, on a vu, et je l'assume totalement d'ailleurs, on a vu cette sorte de ce mascara, toute cette scénarisation derrière l'accueil du président à Tizi Ouzou notamment. Est-ce que d'ailleurs le scrutin le prouvera certainement. On verra la wilaya Tizi Ouzou combien elle votera. On connaît le résultat des scrutins, des derniers scrutins où on est aux alentours de 0. Le peuple est en total désintérêt aujourd'hui à 5 semaines à peine du scrutin, ou alors vous sentez à l'inverse tout de même un certain engouement, une certaine fraîcheur et une attirance à cette... Non, absolument. Là, je peux vous l'attester de toutes les façons. Je suis chaque jour comme tout le monde. Donc, je vais dans les marchés, je rentre dans les cafés, je discute avec des amis, je vois Personne ne parle des élections. Je vous dis, pour le moment, c'est un événement qui ne concerne que c'est-à-dire le système et ses relais. Et d'ailleurs, ces relais, vous n'avez qu'à voir que ce sont ceux-là même qui ont soutenu Bouteflika, qui sont en train d'essayer de provoquer cette espèce, soi-disant, d'essayer d'animer la scène politique, mais il y a aucun engouement pour le moment pour ces élections. Bon, je ne sais pas les prochaines semaines comment que ça va se passer, mais je doute fort qu'il y aurait un engouement tel que souhaité en tout cas par les promoteurs de cette élection. Vous le disiez à l'instant, un peuple peut-être résilié, seul et unique acteur le pouvoir, mais pas que tout de même, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Certains tentent, vous aussi vous êtes un homme de médias et vous exprimez. Il y a
cette lettre, cette déclaration, comment vous analysez, alors au-delà peut-être du brin d'espoir, au-delà du pas positif, quelle suite on peut donner à ça? Quel mécanisme concret, encore plus concret, pour essayer aujourd'hui explicitement de dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, voilà ce qui se pourrait se passer demain? Écoutez, je pense que le signataire de ce communiqué, d'ailleurs, la première remarque à faire, c'est que remarquez quand même comment il y a des responsables politiques, il y a des militaires, et c'est d'abord on considère une espace d'expression et la confiance dans. Alors Karim Kébir, je suis sûr que les équipes en régie qu'on salue vont faire un miracle, on va vous rappeler, car c'est important ce que vous nous disiez, et on va essayer de vous rappeler, car on ne vous entendait pas, spécialement. Je reviens à mes invités, Lies Djebali et Brahim Younsi. Lies Djebali, si je me trompe pas, c'est à votre tour. Le pouvoir algérien est en place aujourd'hui, Lies Djebali. On a ici une déclaration qui est plutôt concrète, qui est présente, qui va certainement donner des suites, on y reviendra. La diaspora dans tout ça, il y a le PADA tout de même, mais est-ce qu'on peut imaginer, on sait combien la diaspora, elle a une force aussi d'expression, de message, mais surtout de liberté. On rappelle que tous les dimanches, la place de la République est tout de même ouverte et que les peuples peuvent s'exprimer, aussi bien pour n'importe quelle cause. Y a-t-il des choses qui se préparent tout de même pour ce scrutin du 7 au sein de la diaspora? En tout cas, je reviens un petit mot sur cette diaspora. Je vous en prie. Merci, Chaben. Cette diaspora qui est partie prenante du combat du peuple algérien pacifique pour un changement. La diaspora a répondu présent. Elle a été présente durant la première heure de la revendication qui venait d'Algérie. La diaspora était présente à jouer son rôle. Elle a continué à militer quand le Hirak en Algérie il a été réprimé. Donc, elle est partie prenante pour une raison très simple, nous sommes Algériens. Nous pensons à notre pays, à nos compatriotes. Donc c'est le même combat. Nous sommes séparés par cette mer, mais nous pensons à notre pays, au devenir de notre pays, au devenir des futures générations. Parce que maintenant, c'est préparer l'Algérie pour les futures générations, pour que les futures générations puissent vivre librement dans leur propre pays, entreprendre sans contrainte, sans hagara, sans corruption, sans passe-droit. C'est ça, de vivre dans un état de droit. À quel point se sentir bien quand vous vivez dans un état de droit, c'est inimaginable. Parce que vous avez cette faculté, cette liberté de faire tout ce que vous voulez, dans le cadre de la loi, bien sûr. Et la diaspora a toujours répondu présent et a fait son devoir. Contre vents et marées, a fait son devoir. La place de la République à Paris était le symbole de la résistance, était le symbole de notre présence, était le symbole de notre cohésion, malgré les divergences. Mais nous pensons à l'intérêt du pays. C'est normal. Toute révolution, il y a toujours une variété de courants. Et c'est ça la démocratie. Je veux dire, c'est militer ensemble. Mais ce qui prime, c'est l'intérêt de la nation et de son peuple. Donc la diaspora a toujours répondu présent. Maintenant, comment cette diaspora se positionne par rapport aux élections présidentielles? Je ne parle pas moi en personne, je parle pour une organisation à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire le PADA, pour une alternative démocratique en Algérie, qui fait partie de la diaspora. Le PADA a fait une déclaration qui a été rédigée, qui a fait une déclaration pour rejeter de façon massive ces élections présidentielles. Donc nous nous positionnons comme quasiment c'est une déclaration
On va pas dire qu'elle est identique comme celle de la déclaration qui a été initiée par Karim Tabou, par M. Bouchachi, Boumala, Maître Feta Sedat. Mais nous allons dans le même sens. C'est nous rejetons, nous mettons le régime devant ses responsabilités et nous appelons le peuple aussi à récupérer ses droits de façon aussi pacifique que possible. Voilà, le changement, c'est maintenant. Le changement ne peut pas se faire ailleurs. Nous avons assez perdu du temps. Maintenant, c'est le temps concret. Maintenant, il faut comment on va travailler ensemble. Comment on va bâtir une forte opposition. Comment récupérer le rapport de force. On nous dit qu'il faut récupérer le rapport de force pour pouvoir imposer sa vision. Je suis d'accord, mais on n'est pas obligé de récupérer le rapport de force. Il faut qu'on insiste sur l'usure. Si on n'a pas le rapport de force, il y a l'usure aussi. Il faut jouer sur l'usure. Le régime ne peut pas tenir le pays de façon répressive jusqu'à quand il va être rattrapé par l'usure et par la réalité des choses. Nous devons... Merci Liège, je reviens à vous. Voilà aussi ce que dit le PADA. Devant cette dérive qui entraîne le pays vers le pire, donc PADA appelle au rejet de l'élection présidentielle du 7 septembre et exhorte les candidats porteurs d'un projet de changement démocratique à préserver leur honneur en se retirant de cette élection factice fermé à toute possibilité d'alternance politique. Seul un peuple jouissant de toutes ses libertés peut choisir en toute souveraineté la personne qu'il présidera à sa destinée. Brahim Nounsi, je sais que c'est une question qui vous plaît énormément. Les partis politiques tout de même en Algérie, on ne va pas se le cacher, pour vous, vous appelez souvent ça des coquilles vides, parfois des choses un peu creuses. Il y a des partis politiques qui pourraient peut-être rejoindre ces quelques signataires ou fonder aussi un autre, je voudrais pas faire d'exemple avec d'autres pays où on a vu des partis politiques se créer pour faire face à certaines extrêmes droites comme en France par exemple, mais il y a ces partis politiques qui sont là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une union de partis politiques en Algérie pour faire face à ce pouvoir? Et il y a des partis qui sont tout de même agréés comme le RCD entre autres, le Parti des travailleurs aussi qui rejette et qui appelle au boycott par exemple. Ils sont nombreux. Brahim Nounsi. Il n'y a aucune contradiction entre les personnes, les signataires de ce texte et éventuellement l'inclusion des partis politiques. C'est pas contradictoire du tout. Simplement, il faut absolument qu'il y ait une seule même vision, que les partis politiques, ou ce que l'on appelle les partis politiques chez nous, n'imposent pas leur ligne interne. Il faut absolument qu'ils regardent la diversité de la société, et puis pas seulement les partis agréés. Si on va dans le sens du pouvoir, il ne faut inviter que les gens agréés. Et cela, c'est la politique du pouvoir. Justement, l'agrément et le pouvoir, on a fait une stratégie. Il en a agréé certains, il n'a pas accepté d'autres partis. C'est le pouvoir qui a fait le tri. Je pense que tout le monde peut y participer, parti ou pas parti. Cela concerne toute la nation. Il faut que tout le monde se rassemble pour formuler, pour construire et présenter un projet. Mais avant cela, avant de présenter un projet, de construire un projet, il faut que ceux qui se rassemblent nous disent quelle est leur stratégie de sortie de crise, parce que l'Algérie est en crise. Elle est en crise politique majeure. Ce n'est pas les fausses élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, comme on dit, qui ont réglé la crise. Elles n'ont réglé, au contraire, les élections, les pseudo-élections ont approfondi la crise et l'ont fait durer. C'est ça le problème de ce régime, de ce système. Il est clair qu'il faut aller les mains pleines, si j'ose dire, avec des
des présents, des cadeaux à l'ensemble. Chacun doit apporter son cadeau, c'est-à-dire ses idées, sa présence, ses idées, et des idées autant qu'il est possible positives pour construire ensemble un projet national. C'est cela le but de l'opposition à un pouvoir, il faut le dire, autoritaire, qui ne veut absolument pas que la démocratie règne dans le pays, parce que c'est un obstacle majeur à la démocratie. C'est ce système qui est un obstacle à la démocratie. Et j'ai remarqué que les signataires du texte dont nous parlons, que nous évoquons, ils ont utilisé une formule, en tout cas un concept, qui est en tout cas important à mes yeux. C'est un concept tellement important qui m'a immédiatement sauté aux yeux. C'est celui de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire n'est pas la souveraineté nationale. La souveraineté populaire exige, c'est toujours le peuple qui contrôle, exige le mandat impératif. Un mandat est impératif. Dans la souveraineté nationale telle que la pensent notamment certains pays comme la France, c'est un mandat où le député ou le représentant de la population peut faire les choses comme il veut, selon sa propre conscience, en violant la conscience de ses mandants. C'est dire que ce concept de souveraineté populaire est extrêmement important, qu'il faut appeler, qu'il faut véritablement le cerner, dire ce que l'on entend par là. En tout cas, moi j'entends, et c'est la philosophie politique qui veut cela, c'est un mandat impératif donné à nos représentants. Autre chose, il me semble, vous en parliez, je crois, avec Liaz Jbaili, c'est la question de la représentativité. Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu du système. C'est-à-dire que ceux qui ont eu cette louable initiative verront des enjeux. Il faut absolument instaurer aussi, et cela n'a pas été fait durant ce que l'on a appelé le Hirak, les modalités de légitimation et bien entendu les modalités de représentation. Nous avons, je dis nous parce que je n'étais pas impliqué dans les débats, mais quand même dans les débats, dans les groupes, etc. Mais quand même, j'intervenais chez vous, Al-Maghrebia. Il faut absolument que des modalités de légitimation et des modalités de représentation soient mises noir sur blanc pour dire des conditions de légitimation et de représentation. Et ça ne peut être, à mon avis, que le vote. Chaque groupe ou chaque parti doit désigner des délégués et ces délégués, bien entendu, peuvent être élus dans un bureau politique pour représenter je vais tenter entre guillemets la nouvelle démarche de cette révolution qui reste en suspens. Mais je vais essayer l'intérêt majeur est qu'il ne faut pas que l'on se divise encore sur les modalités de légitimation et de représentation. Merci. Je vais essayer de revenir vers vous. On a retrouvé Karim Kébir que j'aimerais entendre vraiment sur Karim Kébir. Bonsoir. Ce communiqué, peut-être d'abord dans le geste, c'est positif, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est voilà les mécanismes, la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple algérien qu'il y a voilà depuis hier un groupe de personnes qui appellent au soulèvement, à la révolution, en tout cas une réaction peut-être du peuple. Comment vous comprenez cette lettre, cette déclaration? Bon, personnellement, je vois beaucoup plus comme une prise de responsabilité parce que c'est des intellectuels, il y a des responsables de partis politiques. Donc, ils ont pris la responsabilité d'assumer des positions dans un climat, comme je vous l'ai dit, de fermeture.
s'il y avait un minimum de démocratie, ça aurait donné lieu quand même à des débats, ça aurait fait la une des manchettes, les journaux auraient repris tout de même s'ils sont hostiles ou ils sont contre, mais de toutes les façons, ils auraient repris ce communiqué. Mais là, force est de constater qu'ils étaient contraints de publier ça sur les réseaux sociaux. C'est déjà révélateur un peu de l'absence justement de ces espaces de liberté et de l'existence d'une scène médiatique et d'une scène politique. Donc, eux, c'est beaucoup plus pour affirmer et soi-disant exprimer leur position dans ce climat. Conscientiser aussi peut-être, éveiller, à nouveau éveiller les consciences. On sait à la période du Hirak, ça a permis aussi, certains disaient que les Algériens ont enfin retrouvé leur citoyenneté, leur droit civique aussi de pouvoir enfin souffler, respirer, dire stop, dire non. C'est aussi peut-être ce message derrière cette déclaration. Non, conscientiser, ils n'ont pas conscientisé parce que le peuple a dit son mot en 2019. Je crois que quand même la majorité des Algériens ont exprimé des aspirations qui étaient très claires. Et ils ont pris la mesure de la nature du système, ils ont parlé des changements qu'ils souhaitaient, tout. Donc au niveau populaire, la conscience est là, ils sont au courant, ils savent désormais à qui ils ont affaire et quelle est l'Algérie qu'ils souhaitent avoir. Mais toutes les conditions, l'environnement ne permet pas aujourd'hui justement la construction de cette alternative. C'est pour ça que je vous dis, la mission de ceux qui ont lancé ce communiqué est très très difficile. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut construire un rapport de force. Ce rapport de force, il ne peut être fait qu'à travers l'organisation. Or, il est extrêmement difficile aujourd'hui de s'organiser, ni vous n'avez qu'à voir, on a fermé les cafés littéraires, on a interdit des livres, on a interdit de manifester, on a interdit à tout, et il y a rien. C'est pour ça que je vous dis, il y a une extinction complète de la vie politique. Bon, pour être clair, Karim Kébir, vous êtes en Algérie, vous connaissez le pouvoir, et pour ceux qui nous découvrent, enfin qui suivent ces émissions depuis pas longtemps, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un groupe de personnalités reconnues, moins reconnues, des jeunes qui veulent comme ça se constituer en groupe et monter une association, voire un parti politique pour s'opposer, boycotter, rejeter ces élections, par exemple, automatiquement le pouvoir, de par sa répression et ses méthodes autoritaires, dira non. Ben oui, de toutes les façons, ils sont exposés aux représailles. Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu cette forme de résignation. C'est que parce qu'il faut dire que quand même l'Algérie n'est pas. C'est un pays immense qui dispose quand même d'un potentiel humain extraordinaire. Je parle des intellectuels et tout ça, mais il est où cette élite justement? Où sont ces milliers de professeurs, d'enseignants, de chercheurs, de grands acteurs politiques? C'est parce que justement il y a ce climat qui empêche tout le monde de se positionner. Et c'est pour ça que je vous dis que ce communiqué, c'est beaucoup plus pour ces gens-là, c'est de dire que quelles que soient les conséquences auxquelles ils peuvent être éventuellement exposés, c'est pour dire que nous ne soutenons pas la démarche actuelle. Mais est-ce que ça va donner lieu à un effet, comment dire, un effet d'entraînement au niveau de la population? Je vous l'ai dit, la population, elle a fait sa religion en 2019. Donc tout ce qui vient après, maintenant, ce qui manque, c'est justement les conditions de l'exercice politique, le minimum de liberté, parce que aucune société ne peut évoluer sans un minimum de liberté. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons affaire à une situation complètement fermée et puis d'une conjoncture internationale qui n'est pas favorable pour nous. Parce que quand vous voyez ce qui se passe à travers le monde, c'est que la régression ou la crise de démocratie un peu en Occident, comme on l'a vu par rapport à la question de Gaza et les positions des médias, particulièrement en France,
fait que ça conforte un peu tous les régimes comme les nôtres et qui justifient un peu l'ouverture, comme quoi ils n'ont pas de leçons à nous donner. Donc nous avons à gérer le pays à notre manière. Et de l'autre côté, ils ont l'assurance parce qu'il y a la coopération sur le plan énergétique. Donc voilà, le système se retrouve aujourd'hui dans une position où il a tous les leviers entre ses mains, toutes les cartes entre ses mains. C'est pour ça que je vous dis que dans l'immédiat, le changement devient extrêmement difficile. C'est un travail de longue haleine, de prise de conscience et d'organisation, mais ça demande énormément de temps parce que, comme tout le monde le sait, ce n'est qu'avec un rapport de force que les choses peuvent éventuellement changer, ou sinon, si d'aventure, comme il y a un climat de fermeture, si on ne réussit pas à réussir le développement, parce que de mon point de vue, c'est peu la stratégie du système. Ils ont l'exemple chinois, l'exemple russe, l'exemple égyptien, c'est-à-dire pour peu qu'il y ait développement économique, tout le reste est accessoire pour la population. Mais si les données vont changer au niveau international, si demain la guerre en Ukraine s'arrête et les prix baissent et les recettes baissent, il y aura forcément des tensions sociales. On aura encore à reproduire, c'est-à-dire les conditions d'un changement qui doit se faire sous la tension. Karim Kebir, merci d'avoir été avec nous, journaliste en Algérie. Brahim Younsi, Elias Djebali, vous avez une petite minute chacun pour nous donner le mot de la fin. Elias Djebali, je vais commencer par vous les dernières secondes, s'il vous plaît. Si je veux répondre à Sibrahim, mais aussi le PADA a parlé de la souveraineté populaire, a parlé de la souveraineté surtout nationale, parce que la souveraineté nationale implique l'existence d'un régime représentatif, c'est-à-dire un système politique dans lequel on a une assemblée constituante qui est élue par le peuple, c'est-à-dire que le législatif est détenu par une assemblée constituante, et cette assemblée constituante, elle est élue par le peuple, donc tout revient par le peuple. Donc, pour nous, le PADA, la véritable démocratie, c'est la démocratie participative. Nous avons écrit, nous avons évoqué ces questions pertinentes et importantes, surtout dans le cadre de la question nationale et dans la question des droits de l'homme aussi. On a évoqué pas mal de questions. En tout cas, pour finir, personnellement, nous appuyons ce texte qui va dans le sens de l'adhésion, de la fédération, enfin pour fédérer les forces vives de la nation, surtout le peuple, parce que le peuple, il faut le mobiliser, et surtout savoir travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire demain après cette déclaration? Comment on va mettre concrètement parlant la symphonie? On y reviendra. La symphonie, hein, on a écrit cette symphonie parce que cette déclaration peut être interprétée comme une symphonie, mais comment on va la mettre concrètement en œuvre? Comment orchestrer tous les instruments. Brahim Younsi, je sais que vous savez le faire. Vous avez une toute petite minute vraiment pour le mot de la fin. Je vais dire à mon ami Elias que dans la souveraineté nationale, l'élu, bien sûr qu'il est élu par le peuple, mais peut tout faire. Il n'a pas de mandat impératif. Or, dans la souveraineté populaire, le mandat est impératif. Il doit obéir à ce que ses mandants, ses électeurs lui ont demandé de faire, de voter ou de ne pas voter. Voter ou ne pas voter, par exemple, la peine de mort. Voilà, il y a plein d'autres exemples, par exemple l'avortement, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples que l'élu ne peut pas faire ou doit faire ou peut faire. S'il ne suit pas les directives ou ce que le peuple, les élus, lui ont imposé, je dis bien un mandat impératif, lui ont imposé, ils peuvent le destituer. C'est ça, à mon avis, moi je suis pour cette forme Merci
Merci Brahim Younsi, votre image c'est figé. On aura le plaisir de vous retrouver tous les deux, hein, puisque c'est une actualité qui continue. Merci Liaz Djebali, merci Brahim Younsi. Karim Kebir était avec nous. Rectification, hein. Liaz Djebali, vous évoquiez tout à l'heure la signature de Mostefa Bouchachi. Il n'est pas signataire dans cette déclaration. L'équipe en régie, merci infiniment de nous accompagner chaque soir. Dans quelques instants, normalement, c'est Jamaldine Taleb, si je ne me trompe pas. Vous retrouvez Mohamed Bachouch juste derrière. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous et merci pour votre fidélité.